Alors, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à la bibliothèque. Mon nom est Éric Vallière. Je suis bibliothécaire ici à la bibliothèque de Brassard. Ce soir, nous sommes fiers de vous présenter la troisième de 3 conférences sur le thème de la diaspora québécoise et la Nouvelle-Angleterre, histoire d'une complicité sportive, avec l'essayiste Vincent Filteau. La conférence de ce soir s'intitule « Destin croisé, les patriotes de la Nouvelle-Angleterre et le Québec ». Un récit des racines profondes qui unissent les patriotes de la Nouvelle-Angleterre et le peuple québécois depuis les années 1970. Vincent Filteau détient un baccalauréat et une maîtrise en littérature qu'il a obtenue à l'UQAM. Sa thèse était sur la mémoire ouvrière en Amérique. Vincent est aussi essayiste et poète. Il a contribué, entre autres, dans les écrits Saison baroque, les nouveaux cahiers du socialisme. Et il écrit aussi quelques chroniques pour les sites RDS et La Première Ronde. Vincent travaille également à la bibliothèque. Oui, je suis préposé aussi à la bibliothèque. Moi, j'aimerais présenter un peu plus Éric ici. Il est une personne très humble. Il ne voulait pas qu'on le présente, mais je tiens à le faire. Éric est non seulement un bibliothécaire exceptionnel, mais c'est aussi une encyclopédie vivante de football. Éric suit les joueurs de football dès le collégial, parce que sa grande passion, c'est pas le football professionnel, c'est d'abord et avant tout le football collégial. Donc les joueurs de football qui accèdent à la NFL. Parce que moi, j'adore regarder le repêchage à chaque année. Et je m'informe des joueurs que les Patriotes ont repêchés souvent. Est-ce qu'ils ont fait un bon choix? Éric va me faire une espèce de CV du joueur, si c'est un bon choix ou pas. Mais voilà, c'est une série, donc merci d'être là ce soir. On va clore un cycle de conférences qu'on a débuté, donc, qui interroge l'héritage canadien, français ou franco-américain en Nouvelle-Angleterre à partir. Donc la première conférence était consacrée à la trajectoire de 2 boxeurs d'origine québécoise, canadienne-française. Donc il y avait Elziar Rio qui venait de 3 pistoles et de Davila Chapdelaine, mieux connu sous le nom de Jack Delaney, qui a été le premier champion du monde de boxe canadien-français. Donc c'était j'en ferai pas les conférences, là, mais c'était 2 destins tragiques. Hein. C'était de comprendre toute la profondeur du déracinement et toute la souffrance qui a accompagné ces gens-là dans leur vécu, l'impossibilité de s'enraciner soit au Québec ni en Nouvelle-Angleterre, d'être constamment dépaysés. Donc, on a poursuivi sur ce thème-là ensuite dans la deuxième conférence avec Jack Kerouac, mais en essayant d'aborder son vécu et son œuvre d'un angle moins connu, celui d'un joueur de football, parce que c'est comme ça que Kerouac a obtenu une scolarité à l'Université Columbia, parce que c'était un joueur de football exceptionnel. Il y a même des gens qui se déplaçaient à Lowell pour le voir jouer tellement il impressionnait. Mais tout ça est situé dans la première moitié du 20e siècle. Donc, là, ce soir, on se transporte avec les Patriotes à partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui pour essayer de voir, de porter un regard plus actuel sur ce qui est devenu la diaspora québécoise. Parce que moi, je considère que l'exode des Canadiens français, parce qu'il faut savoir, là, entre 1860 et 1930, il y a pas loin d'1 million de Canadiens français qui se sont exilés vers des usines du textile pour obtenir une vie meilleure et tout ça. Certains d'entre eux sont revenus, et puis on fondé des familles ici avec l'argent qu'ils ont réussi à accumuler là-bas. Mais dans notre trajectoire collective, cet exode-là a une importance capitale. C'est-à-dire, quand on pense à la descendance même d'aujourd'hui,
ce million de Canadiens français qui sont partis là, ils sont partis vers les États-Unis. On est en droit de se questionner sur ce que nous serions devenus. Et je pense aussi que nous sommes encore, nous les Québécois, une minorité en Amérique du Nord. Et sans être alarmiste ou sans tenir un discours catastrophiste, c'est pas mon propos et c'est pas ce que je veux faire ce soir. Quand même, selon moi, le sort qu'a connu les Canadiens français ou les Franco-Américains de Nouvelle-Angleterre fait partie de nous. C'est un péril qui nous raconte aussi. C'est pas juste, selon moi, les Franco-Américains de Nouvelle-Angleterre, c'est pas seulement une excroissance qui n'avait aucun lien avec nous. C'est un peu ça, c'est tout ce lien-là, l'actualité de ce lien-là, qu'on va essayer d'explorer ensemble ce soir, à travers le récit des patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Aussi improbable que cela puisse paraître, peut-être pour certains. Donc, voilà. Oui, donc on pourrait maintenant enchaîner en entrant dans le vif du sujet. Donc, oui. ma première question, Vincent, serait comment les patriotes ont vu naissance? Comment ils sont nés? Oui, donc il faut... donc, les patriotes naissent bientôt au monde en 1959. Si on contextualise ça, c'est qu'en 1958 a eu le premier championnat de la NFL télévisé. Ça a eu un impact immense, non seulement dans l'histoire du sport, mais dans l'histoire culturelle des États-Unis. Donc c'est un championnat qui opposait les Colts de Baltimore, menés par Johnny Unitas, que plusieurs considèrent comme l'un des plus grands corps arrière de l'histoire. Face aux Giants de New York. Donc ça avait lieu au Yankee Stadium, donc un lieu fort emblématique aussi. Et puis, il y a des hommes d'affaires, dont Lamar Hunt, qui est le père fondateur, au fond, de l'American Football League. Donc, eux, ils se surnomment, parce que c'est un groupe d'hommes d'affaires qui se sont eux-mêmes surnommés le Foolish Club, donc le club des idiots, parce que eux, ils ont eu le rêve de fonder une ligue de football professionnelle qui pourrait rivaliser avec la toute-puissante NFL, National Football League. Donc, ils ont décidé de créer une ligue parallèle, on peut dire, qui est devenue l'American Football League, et les Patriots, eux, appartenaient à cette ligue-là. Et ils ont été, c'est un certain Billy Sullivan, un fils d'Irlandais, un fils d'un journaliste sportif de Boston, qui est né à Lowell, le même village où est né, la même ville où est né Jack Kerouac. Donc déjà là, il y a une coïncidence. Est-ce que Jack Kerouac et Bill Sullivan se sont déjà croisés? On ne sait pas. J'aime croire que oui. Mais déjà là, il y a une coïncidence. Il y a des points de rencontre assez intéressants dès le départ. Et puis, Bill Sullivan a acquis les droits d'une franchise de la AFL pour 25 000 $. Et c'est son cousin Bob. À cette époque-là, tout le monde s'appelait Bill et Bob aux États-Unis. Et puis, c'est son cousin Bob Sullivan qui lui a prêté un peu d'argent pour devenir propriétaire des Patriotes. Bill Sullivan lui avait travaillé, il y avait une connaissance de l'administration des équipes sportives parce qu'il avait travaillé non seulement pour l'Université de Notre Dame, de l'équipe de football pendant un certain temps. Il a travaillé pour les défunts Braves de Boston, l'équipe de baseball. Il a déjà eu 2 équipes de baseball en même temps à Boston, mais il était incapable de rivaliser avec les Red Sox. Donc, ils ont déménagé à Milwaukee pour plus tard s'en aller à Atlanta. Bill Sullivan s'est impliqué au sein de cette équipe-là. Et puis, c'est ça. Lui, il a toujours voulu diriger sa propre équipe de sport et il a fondé, c'est ça, les Patriots. Il n'y a pas d'autre nom qui pourrait mieux emblématiser
la Nouvelle-Angleterre, qui est le berceau de l'Amérique, le berceau de la Révolution américaine, les patriotes et tout ça. Donc, patriote. il y a une connotation très forte. Représentait bien cette région. Oui, oui, oui. Donc, parce que c'est ça qu'on remarque. Les noms des équipes. Le football, on va en revenir plus tard. On est là un peu, on est dans notre plan, on va en parler, à quel point le football s'inscrit non seulement dans l'histoire, mais dans la culture américaine. À lui seul, le football a réussi à créer une mythologie incroyable. Si on prend par exemple, à chaque année, c'est naïf, c'est même caricatural jusqu'à un certain point, mais les Cowboys de Dallas affrontent les Redskins de Washington. Donc déjà là, on reprend une vieille thématique mythologique, l'Indien contre le Cowboy, tout ça. Donc, c'était pas innocent. Les propriétaires d'équipes ont voulu, comment dire, aller piquer la fibre identitaire des Américains, la fibre de leur mythe les plus profonds par lesquels ils s'identifient, ils se reconnaissent eux-mêmes en tant que peuple, ils se racontent à travers ça. Donc les patriotes, selon moi, c'est peut-être parce que c'est mon cœur qui parle dans cette situation-là, mais je pense que les Cowboys de Dallas sont surnommés comme America's Team. Il y a une scène célèbre c'est une scène que j'aime beaucoup dans le film Silver Lining Playbook, avec Robert De Niro et tout ça. Et là, le père qui est joué par Robert De Niro, il demande à son ami Randy, je pense qu'il s'appelle, lui c'est un fan des Cowboys, puis Randy demande « What's more American than a cowboy? » Et il s'assine avec ça. Il dit « Benjamin Franklin, c'est jamais. » Parce que ils sont de Philadelphie, tout ça. Moi, j'ai envie de répondre, il n'y a rien de plus américain qu'un patriote. Donc, c'est dans ces circonstances-là que les patriotes sont nés. Ouais. Et puis, pour poursuivre, vu que tu nous parlais un peu là, de la AFL, la naissance de la AFL, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Lamar Hunt, le travail qu'il a fait, les équipes qu'il a... Lamar Hunt, c'était d'abord un homme qui travaillait dans le milieu du pétrole et tout ça, donc c'est un homme d'affaires prospère. Lui, comme né du Texas. Oui, il venait du Texas, puis lui, il a créé les Chiefs de Kansas City et tout ça. Donc, les équipes qu'il y avait dans la AFL, donc il y avait les Chargers de San Diego, les Dolphins de Miami, les Raiders d'Oakland, ton équipe, les Bills de Buffalo, donc les Jets, les Titans de New York qui sont devenus plus tard les Jets de New York. Donc ça a été vraiment... Et puis, Lamar Hunt, lui, il était pas... c'est vraiment un homme... Michael McCambridge a écrit un très bon livre, d'ailleurs, une biographie vraiment complète sur Lamar Hunt. Et Lamar Hunt a très rapidement compris que la meilleure façon de rivaliser avec la NFL, ça serait d'aller chercher des joueurs que les équipes de la NFL convoitaient. Et l'exemple, le joueur que la NFL a réussi, l'AFL a réussi à soutirer, c'est Joe Namath, qui était le corps arrière. Lamar Hunt a été le grand Manitou derrière ça. Il savait qu'en emmenant Joe Namath à New York avec les Jets pour rivaliser avec les Giants, là il se passerait quelque chose. Les Giants, eux, étaient dans la NFL. Oui, voilà, puis qui était l'équipe des New-Yorkais. Donc, Joe Namath était le corps arrière de ton club au collégial du Crimson Tide, Alabama, mené par Bear Bryant. Et puis, je pense pour 300 000 $, je pense, un contrôle total. Là. Je me rappelle plus du montant exact, je ne veux pas vous induire en erreur, mais c'est vraiment... et ça pardonnez-moi mon français, ça a fait chier bien du monde dans la NFL quand Joe Namath s'est retrouvé avec les Jets. Donc ça on peut dire que ça a été une des grandes réalisations de Lamar Hunt pour répondre à ta question. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu pourquoi le football
nous fait sentir américains. Oui, bien ça, c'est la grande. C'est comme c'était une des questions moi, qui m'a beaucoup guidé, et puis qui me guide encore, qui me hante même jusqu'à un certain point. Bon, Éric l'a dit, moi je viens des études littéraires. Donc, j'écris sur le sport, parce que le sport me passionne, bien sûr. Je regarde le football tous les dimanches et tout ça, mais moi, avec mon œil, mon regard de littéraire, je suis incapable de ne pas regarder le football comme un ensemble de mythes, comme un grand mythe qui en contient plein d'autres. Et puis, si un sport professionnel est capable de nous faire sentir américains comme le football le fait, ou le hockey nous fait sentir québécois ou canadiens pour les autres, il y a une identification très forte, très profonde qui se fait à l'endroit de ce sport-là, et selon moi, ça passe par des mythes. Parce que quand on se reconnaît dans quelque chose, c'est parce qu'il y a un discours. On se reconnaît dans un discours, dans des représentations, dans des images. Donc, on se sent américain avant d'arriver au football. Les Américains ont plusieurs mythes. Ils ont la Constitution, la liberté de marcher, ils ont plein de... les droits individuels. Voilà, ils ont déjà un grand récit historique de gloire et tout ça qui est mythique, mythologique, parce que nécessairement le mythe va évacuer des grands pans de vérité pour se constituer, pour s'embellir et tout ça. Le football contribue à ça, parce que si on veut regarder ça d'un regard actuel, le football est apparu, c'est parce qu'il y a eu un chevauchement, il y a eu un changement de garde, si on veut dire. Le baseball, jusqu'en 1958, comme j'ai dit, jusqu'à l'arrivée du premier Super Bowl télévisé, ben, ça a été c'était le sport national. Des Américains. Oh oui, c'était Joe DiMaggio, Ted Williams, c'était les héros des Américains. Johnny Unitas jouait dans l'ombre de Joe DiMaggio, certainement, même s'il était adulé et tout ça. Mais le football, lui, va connaître son essor après la début des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, où d'abord le baseball était reconnu davantage comme un sport pastoral, un sport rural, un sport qui rappelait le calme des campagnes, tout ça, même si paradoxalement ça jouait surtout en milieu urbain. Le football, lui, va apparaître comme sport national au moment où l'Amérique devient une superpuissance industrielle, une superpuissance militaire. Le pays, le monde libre, hein, comme on surnommait les États-Unis durant la guerre froide et tout ça. Donc, je pense que le football, même encore aujourd'hui, mais surtout à cette époque-là, va reprendre plusieurs codes de valeurs de cette société industrielle, de superpuissance industrielle. Donc là, tout l'aspect militaire du football, je pense, va venir séduire beaucoup plus de... J'ai un esprit très conservateur aux États-Unis, on en a déjà parlé, je pense que... et le football, lui, aussi cette... oui, il rejoint cette fibre conservatrice-là. Je pense que c'est avec l'apparition des banlieues, de la société de consommation, le football est un bien meilleur spectacle que le baseball. Hein? Surtout pour la télévision. Donc, je pense qu'à la fois, le football est le symptôme d'une transformation sociale, mais lui-même va induire une transformation sociale. Les deux, ça se fait sur deux versants, si on peut dire. Donc, c'est un rituel aussi, le football. C'est une fois par semaine. Le dimanche, on va à la messe le matin. La deuxième messe, que je surnomme ça la deuxième messe, moi, c'est le dimanche, on s'assoit en famille. Et puis, le patriarche raconte ses souvenirs de famille. Il y a tout un volet de transmission aussi du football. Là, c'est là dans le baseball aussi. Mais
Je pense que c'est deux sports qui se rejoignent dans cet aspect-là. C'est deux, comment dire, j'ai déjà écrit un texte là-dessus, justement, quand je parlais de Tom Landry et tout ça. Le football, c'est une cathédrale. Moi, j'appelle ça, c'est une cathédrale de mémoire. C'est quand on va, surtout quand on va dans un stade, on se rend compte qu'on ressent le poids du passé. On le ressent très fortement, là, la présence des fantômes et tout ça. Et puis je pense que, puis ça c'est en discutant, parce qu'on discute beaucoup, Eric et moi, de ces questions-là. C'est toi qui avais amené ce sujet-là quand tu avais parlé avec ton père. Tu disais que ça faisait aussi partie d'un rite de passage. On joue au football dès l'école primaire. On devient... On poursuit à l'école secondaire. On devient on accède à la société en jouant au football. Puis le football transmet des valeurs aussi. Oui, les valeurs qui sont proches. Oui. Les valeurs conservatrices. Le bien de l'équipe. Sont fiers. C'est ça. Le bien de l'équipe passe avant les personnalités. Oui. La notion de loyauté, d'honneur, de responsabilité, de sacrifice, tout ça. Donc, c'est déjà le bien. leader étant l'entraîneur. C'est ça, c'est déjà bien présent, là. Et puis j'aimerais, je vais vous lire un passage que j'ai traduit d'un très bon livre de David Marsalis, que lui a écrit, une biographie. Bon, je m'étais promis que je ne chercherais pas mes notes. Je l'ai ici. Donc, David Marsalis a écrit la biographie de Vince Lombardi, qui porte d'abord à chaque année le trophée qui est remis à l'équipe championne de la NFL. Super Bowl à la fin du Super Bowl, oui, ça fait. Porte le trophée Vince Lombardi. Et puis, lui, David Marsalis, a écrit aussi une bonne biographie de Bill Clinton, pour ceux que ça intéresse. Il a gagné le prix Pulitzer, c'est un journaliste, un écrivain reconnu. Et puis, j'ai traduit un passage de son livre qui cerne vraiment bien, on va pouvoir passer à autre chose après ça, qui cerne vraiment bien l'esprit des années 50. Pourquoi le football, encore aujourd'hui, est porteur de la nostalgie de ces années-là. Et puis, malheureusement, tout le populisme américain instrumentalise, parce que c'est vrai que l'Amérique a déjà été bien plus grandiose, on peut se permettre ce terme-là sur plusieurs points, les 30 Glorieuses et tout ça, pour faire une histoire courte. Et puis bon, quand Reagan, dans les années 80, parce que Make America Great Again, c'est pas Donald Trump qui a inventé ça. Et puis c'est Reagan dans les années 80 qui était, je pense, Bringing America Back, ou quelque chose dans les mêmes lignes. Dans le même ligne que le slogan de Donald Trump, qui instrumentalise ce sentiment, parce qu'avec toute la vague de désindustrialisation et tout ça, bien des citoyens américains ont le sentiment avec le 11 septembre et tout ça, et tout ce qui s'est passé, d'avoir perdu une partie d'eux-mêmes, une partie importante d'eux-mêmes, d'assister à la régression de l'Amérique. Et on dirait qu'une des raisons pour laquelle l'adhésion envers le football ne tarit pas, c'est parce qu'elle leur fait sentir que tout n'est pas perdu. Que quelque chose de cette époque-là demeure encore parmi eux, parmi nous. Ça leur rappelle aussi les années 50, justement, où il y avait ces valeurs cet espoir-là, oui. Qui étaient si présentes, si ancrées. Oui, et ce sentiment-là aussi que tout était possible, du rêve américain, de devenir ouvrier, d'avoir accès à une maison, d'envoyer ses enfants à l'école. C'était très bon. Aujourd'hui, c'est un rêve qui s'essouffle, qui est pratiquement mort, impossible. Mais le football. Moi, je veux pas, je célèbre pas ça, je le critique pas non plus, j'essaie de comprendre. Donc, moi, quand j'interprète ça, parce que tout ça, c'est un travail d'interprétation, c'est ce sentiment-là que je garde. Donc, je vais vous lire le passage, après, on va vraiment passer à l'histoire des patriotes, là, parce qu'il ne faut pas trop s'égarer. Donc, il dit, nous sommes en 1951, au début de ce que plusieurs considéreront plus tard, à travers un regard nostalgique, comme une époque de grande authenticité. Nous sommes à West Point, la garnison des valeurs traditionnelles de l'Amérique, la responsabilité,
l'honneur, la patrie. Et nous sommes en présence de Coach Blake, le coach de Lombardy, le vieil homme, comme on se plaît à le surnommer, un patriarche austère et exigeant. En cette fin de siècle, le livre est paru en 2004, celui que plusieurs philosophes considèrent comme le glas de la fin de l'histoire, à un moment où l'état de corruption du sport professionnel en Amérique atteint des sommets, la tentation d'envisager les années 50 comme un temps où les acteurs du sport professionnel obéissaient rigoureusement à des principes de probité et de rectitude bien ordonnés, il serait facile de déclarer « Voilà une époque où l'honneur et le sacrifice signifiaient tout ». Mais à vrai dire, l'histoire se moque toujours des nostalgiques, de ceux qui cherchent une pureté des âges anciens à travers eux. Voilà. Avec ça, on peut continuer. On va poursuivre où on était. Donc, les Patriotes arrivent dans le football professionnel en 1960. Et puis, de 1960 à 1970, et là, c'est là que je vois le lien avec le peuple québécois, les Patriotes et les Canadiens français qui sont en exil en Nouvelle-Angleterre, pendant 10 ans, les Patriotes n'auront pas de domicile fixe. Donc, ils vont disputer des matchs au Fenway Park, donc au stade des Red Sox. Ils vont disputer des matchs à Boston College, au stade de l'université. Et même, des fois, ils vont louer des terrains d'école secondaire quand ils vont être vraiment mal pris. Parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup il y a souvent très peu de gens qui vont les voir jouer. Les gens, en Nouvelle-Angleterre, c'est pas croyable aujourd'hui, préféraient les Giants de New York aux Patriots. C'est complètement l'inverse aujourd'hui, pour des raisons bien connues. Donc, c'est sûr que moi, je fais un lien, c'est sûr. Oui, il y a un lien, avec le Québec. Oui, parce que puis même avant, le football n'était pas capable de s'implanter en Nouvelle-Angleterre. Les Redskins de Washington ont été pendant longtemps les Redskins de Boston. Dans la NFL, il a fallu qu'ils les relocalisent parce que, bon, ils n'étaient pas capables de faire fonctionner la machine, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Et puis, c'est en 1971 que ça, c'est une des raisons. Cette anecdote-là est importante parce que le maire Drapeau, à la base, c'était pas du baseball qu'il voulait apporter à Montréal. C'était une équipe de football. Et puis, c'était le ministre de l'époque, Marc Lalonde, qui a fait avorter le projet parce qu'il était conscient qu'une équipe de la NFL ou de la AFL au Québec, ça tuerait la Ligue canadienne. Et ça, pour le bien de la Ligue canadienne, il a fait avorter le projet, mais les Patriotes ont été une des équipes convoitées, l'équipe la plus convoitée, là, parce que ça ne marchait pas, il n'y avait pas de domicile, et puis bon, on voulait construire un stade à Montréal pour les déménager ici. Donc les Patriotes, ça, il y a très peu de gens qui le savent, ont failli devenir vraiment l'équipe du Québec. Ils ont failli devenir la première équipe québécoise. C'est passé très proche à nous. Et c'est pas arrivé. On va aller plus loin dans le temps. En 1976, les Patriotes vont connaître leur première saison victorieuse. Ils ont une fiche de 11 victoires, 3 défaites. Ils vont finir deuxième dans les... Parce que là, il faut dire, rendu là, j'ai oublié de le dire, il y a eu une fusion. Le premier Super Bowl qui est disputé en 1967, c'était entre les Packers et les Chiefs. Parce qu'il y avait une grosse rivalité, une lutte sanguinaire là, entre la National Football League et la AFL. Et puis en 1967, les deux commissaires des deux ligues, Lamar Hunt et Pete Rozelle, se sont entendus pour qu'à chaque année, il y ait un match de championnat qui opposerait les deux meilleures équipes les champions des deux ligues. Donc, et puis c'est Lamar Hunt qui a eu l'idée, parce qu'à chaque année, il y avait le Rose Bowl, les matchs de championnat au collégial, on appelle ça un bowl. Et puis, il y a les membres des deux ligues
on faisait du remue-ménage dans un hôtel ou je sais pas quoi, et puis il cherchait un nom. Puis Lamar Hunt pensait à ses enfants qui jouaient toujours avec une balle, la Super Bowl. Et puis il cherchait un nom accrocheur et il dit Let's call it the Super Bowl. Voilà. Et le nom est resté. Et puis, on parlait de Joe Namath tantôt, en 1969, les Jets de New York ont battu les Colts d'Indianapolis. Donc, encore une fois, presque 10 ans plus tard, New York contre Indianapolis se rencontrent à nouveau. Et puis, Baltimore. Oui. Puis il y a une scène célèbre, Joe Namath est sur le bord d'une piscine, je sais, il y a à peu près 4-5 filles, parce que Joe Namath c'était comme un Mick Jagger avec des épaulettes de football, pour avoir un portrait adéquat. Là. Donc il arrivait toujours en smoking à des galas avec la plus belle femme de la place. Tantôt de fourrure. Ça était très, très, très éclectique et tout ça. Et puis lui, il était sur le bord d'une piscine, il dit « Je vous promets que je vais battre Johnny Unitas. » Ça garantit. Oui, parce que l'AFL est toujours considérée comme l'enfant pauvre du football américain, comme la deuxième ligue, la ligue de deuxième ordre. Johnny Unitas, c'était un demi-dieu à l'époque. C'est comme, on remet ça en contexte, c'est en 1969, Johnny Unitas a une coupe de cheveux de militaire. Lui, il incarne l'ancienne Amérique. Et puis Joe Namath, lui, c'est comme j'ai dit, c'est le Mick Jagger, c'est l'Amérique plus moderne, l'Amérique de la libération des mœurs et tout ça. Et puis, il y a un clash social, un clash générationnel qui va se jouer là, et les Jets de New York vont battre. Le changement de société, le remplacement de génération, si on peut dire, c'est comme une métaphore de ce remplacement-là, ce match-là. Match extraordinaire d'abord. Vous pouvez trouver la reprise, là, Joe Namath était sensationnel. Et là, à partir de ce moment-là, l'AFL n'est plus considérée comme une ligue de deuxième ordre. Et puis là, un an après ou 2 ans après, 170 la fusion, un an après, les deux ligues fusionnent. Et puis les Patriotes, là, la NFL s'est occupée de leur cas. Ils auront trouvé, vous construisez un stade ou vous déménagez. Et puis bon, ils ont réussi à trouver les fonds, ils ont construit. On a vu l'image défiler tantôt, là, ça va repasser du Schaefer Stadium, que les partisans de l'équipe appelaient affectueusement le dump, la poubelle, parce que c'était, je veux dire, le premier match d'ouverture, les toilettes ont débordé, ça sentait très mauvais. C'est un stade qui a été botché, comme on dit. Et puis ça, c'était quand même symptomatique ou révélateur du destin des Patriotes qui n'ont pas. C'est parce qu'aujourd'hui, les Patriotes sont certainement l'équipe la plus détestée. Mais si on remet ça en contexte, les Patriotes étaient une farce au même titre que les Browns de Cleveland le sont aujourd'hui. Je veux dire, c'était la risée de la Ligue. Il n'y avait pas. Ils avaient joué les matchs à domicile à San Diego. Ça faisait rire tout le monde. Et puis, bon, la Ligue s'entêtait à les garder là, parce que Boston, c'est quand même une grande ville de sport, avec les Bruins, les Celtics, les Red Sox, tout ça. Donc, où je m'en allais avec ça? Donc, je parlais des Patriotes aujourd'hui. Il n'y a jamais une équipe. Vous pouvez les livres qui sont là, vous pouvez les consulter. En fait, vous pouvez les louer, sauf New England Patriots, The Complete Illustrated History. C'est tous des livres qui appartiennent à la bibliothèque, mais si vous voulez comprendre vraiment les 40 premières années des Patriotes, il y a le très bon livre de Jerry Thornton, From Darkness to Dynasty. Il n'y a jamais une équipe qui est passée de la médiocrité absolue à devenir la plus grande dynastie. C'est jamais arrivé. Donc, moi, en explorant ces 40 premières années-là de misère, moi, j'ai reconnu, certainement, c'est sûr, l'errance du peuple canadien-français. Puis ça, on va en parler dans la deuxième partie. Quelle heure est-il, là? Parce que on va prendre... Vers 7h45, on va prendre une pause de 10 minutes. Actuellement, il est environ 7h35.
On va poursuivre pour Donc, quelques minutes. pour quelques minutes. Après ça, on va vraiment, au retour de la pause, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour vraiment les rapports, les liens entre les Patriots et puis le peuple québécois. Ça, je voulais vraiment contextualiser ça aussi. Donc, les Patriots vont accéder à leur premier Super Bowl en 1985. Ils vont se faire démolir par les Bears de Chicago, que beaucoup de gens étaient menés par Mike Ditka comme entraîneur-chef, et il y avait Buddy Ryan qui était le coordonnateur défensif, un des grands architectes défensifs de l'histoire de la NFL. Et puis, les Patriots n'avaient pas d'affaires là, vraiment. C'est une équipe qui s'est retrouvée au Super Bowl, comme il y a des équipes Cendrillon qui s'y retrouvent, mais n'était pas de taille à se mesurer aux Bears de Chicago, qui est plusieurs constatent que c'est la plus grande défensive qui a jamais été. Il y avait les Mike Singletary, la performance qu'ils ont livré durant toutes les séries éliminatoires porte les gens à croire. Ils appelaient The Monsters, hein, c'était leur surnom, les monstres de Chicago. Et puis, après ça, va s'ensuivre des années de misère jusqu'en 1993. Où Bill Parcells, qui était le coach des Giants de New York pendant les années 80, qui ont conquis 2 Super Bowls. Bill Belichick était son coordonnateur. Oui, qui était son élève. Hein. Et puis, Drew Bledsoe a été repêché comme choix de première ronde des Patriots. Et là, on peut vraiment marquer que les Patriots deviennent une formation respectable. Hein. Ils vont repêcher plusieurs jeunes joueurs défensifs de talent, Teddy Bruschi, Willie McGuinness, Lorner Malloy, Ty Law, des grands cornerbacks dans l'histoire des Patriots, qui était excellent. Et puis, et en 1994, ça c'est un autre grand moment qui va vraiment propulser les Patriots dans l'élite de la NFL, c'est quand Robert Kraft va acheter les Patriots. Devient le propriétaire. Lui, il travaillait dans l'industrie du papier, et puis c'était un natif de Foxborough. Et puis lui, il dit, moi j'allais voir les matchs sur les bancs de métal glacés. J'étais un des rares partisans, il n'y avait pas beaucoup de monde qui y allait. Et puis lui, depuis l'adolescence, il rêvait d'acquérir les Patriots de Nouvelle-Angleterre, puis il l'a fait pour la somme, je pense que c'était de 175 millions. Aujourd'hui, ça vaut 3,4 milliards. Hein. Donc ça a fructifié. Et puis les Patriots vont, après ça, vont aller au Super Bowl en 1996. Et puis l'enterrement, ouais, deux clubs pactés. Oui, il y avait beaucoup de talent dans ces deux équipes-là. Ouais. Mais la tête forte de Drew Bledsoe, on en a déjà parlé, a été une des raisons de la... Oui, ça a été un match difficile. Oui, parce qu'ils ont perdu 34-17, je pense, par 20, pas loin de 20 points. Et puis... mais il y a quand même du potentiel. Puis il y a eu une intervention, ça s'est su plus tard, mais Robert Kraft avait forcé Bill Parcells à repêcher Terry Glenn avec son premier choix. Je pense que c'était en l'année du Super Bowl. Là. Pas longtemps après, Bill Parcells a démissionné. Il y a une phrase là, il dit bon, ben, quand on te demande de faire à manger, il faudrait qu'on te laisse faire l'épicerie aussi. Et puis, c'est une phrase qui est restée célèbre. Une conférence de presse. Il est assez tranchant, Bill Parcells, en conférence de presse. Il disait ce qui lui passait par la tête. Et puis, le coach des Seahawks aujourd'hui, Pete Carroll va prendre la place de Parcells. Ça va être un désastre, il va se faire congédier pas longtemps après. Et puis, Bill Belichick, qui était... Parce que Bill Parcells, entre-temps, était devenu coach des Jets. Les Jets à New York. Et puis, il y a un poste qui va... Quand Robert Kraft a congédié Carroll, lui, parce que Belichick avait été coordonnateur défensif des Patriots quand ils sont allés au Super Bowl en 1996, il avait laissé une impression favorable à Kraft, et Kraft le voulait comme coach de son équipe. Et à ce moment-là, Parcells avec lui. Oui, il a fallu que les Jets échangent pour obtenir
Belichick a fallu que les Patriots donnent un choix de première ronde aux Jets pour qu'ils acceptent de le laisser partir. Parce que Parcells est rancunier. Il entretient une rancœur envers Robert Kraft, parce que j'ai vu une entrevue récente où Parcells dit « Je regrette d'avoir démissionné parce que j'aurais pu gagner 2-3 Super Bowls avec cette équipe-là. C'était une jeune équipe. » Parce que Belichick a hérité d'une équipe aussi. Parce que les derniers Super Bowls, c'est vraiment son... les 2 derniers, c'était ses clubs qui ont gagné, mais la base des 3 premiers Super Bowls, c'est pas Belichick, le DG, qui a construit cette équipe-là. Il faut remettre ça en perspective. Mais le choix, le grand point tournant, en 2000, quand Bill Belichick, c'est lui qui a repêché Tom Brady en 6e ronde. Alors que les Patriots voulaient donner un contrat de 10 ans à 100 millions à Drew Bledsoe. Puis Bledsoe, on connaît l'histoire, Bledsoe se blesse. Brady prend sa place, il va jamais. Bledsoe il va jamais céder sa place. Et à 23 ans, il va gagner son premier Super Bowl. Et ça, on était en 2001. En 2001. Et puis, si beaucoup de gens détestent Brady, il faut qu'ils reconnaissent quand même la trajectoire improbable de cet athlète-là. Ce joueur-là, oui. Il n'y a personne qui va être un choix de 6e ronde et qui va gagner 5 Super Bowls après. Mais je pense que c'est 50-50 aussi, là, quand on veut. Autant Belichick a nourri Brady, autant les deux, je pense que c'est 50-50. Il n'y a pas plus de crédit qui va à l'un ou à l'autre. Même si Brady, quand même, est sur le terrain, c'est lui qui a fait les jeux. Et puis bon, les Patriots vont gagner ensuite 3 Super Bowls en 4 ans. En 2007, ils vont avoir une saison parfaite. Ils vont perdre contre les Giants en toute fin du match. L'attrapé de David Tyree va permettre à continuer aux Giants de bien s'installer dans la zone adverse. En fin de match, ouais. Et puis, bon, c'est ça. Après ça, les Patriots vont gagner le Super Bowl en 2014, mais en février 2015, l'attrapé spectaculaire de Malcolm Butler, le jeu défensif le plus célèbre dans l'histoire de l'équipe, même du Super Bowl peut-être. Et puis, pas cette année, mais l'an dernier, si vous avez regardé le Super Bowl, les Patriots ont gagné encore une fois contre les Falcons. Au 3e quart, il me restait 3 minutes, ils perdaient 28-3, ils sont remontés. Donc, ça, c'est ce qui fait notre survol historique. Ce qui fait aussi notre première partie de la conférence. On va prendre donc une pause, si vous le voulez bien, de 10 minutes. Et puis, on va continuer avec la deuxième partie. Oui. Donc, vraiment le vrai vif du sujet. Est-ce que vous êtes des joueurs de football? Est-ce que vous avez joué au football? J'ai joué un peu au football une année. Oui. Moi, j'étais un joueur de baseball. J'ai pas joué au football, j'avais peur de me blesser. Mais j'ai joué 10 ans comme receveur. À Brassard? Hein? À Brassard, même? Non, à Chambly. Okay. Moi, je viens de Richelieu, Chambly. Okay. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des joueurs noirs actuellement qui contestent la société américaine en utilisant le football? C'est une bonne question. On veut juste savoir ce que vous pensez. Vincent, tu as déjà écrit un texte. Moi, j'ai écrit. J'avais écrit un texte sur le sujet. Je vais te laisser répondre à celle-là. Moi, je suis partagé. Je prends pas nécessairement position. Moi, j'essaie de comprendre j'essaie toujours de comprendre les deux côtés quand il y a des situations de crise comme celle-là se présentent. Je comprends les revendications des joueurs afro-américains sont tout à fait légitimes. Elles reposent sur des problématiques graves, surtout quand j'ai regardé récemment un documentaire sur Flint, Michigan. Il y a une apartheid raciale, il y a une apartheid sociale qui a lieu aux États-Unis.
et qui conteste cet état de fait-là vit peut-être justement dans les années 50. Puis, Oui, mais moi, je comprends. L'autre point, c'est que quand on célèbre l'hymne national, on ne fait pas simplement célébrer un patriotisme vide. Il y a un devoir de mémoire qui s'exerce dans ces cérémonies-là. Et puis moi, je pense toujours à un très beau discours que Ronald Reagan avait livré dans les années 80, où il disait on s'imagine toujours les vétérans comme des vieillards en chaise roulante qui ont donné leur vie, puis qui ont traversé l'existence après avoir fait leur devoir militaire, mais la vraie figure du vétéran, c'est souvent un jeune homme de 20 ans. Il ne pourra jamais devenir un vieillard. Donc, il y a beaucoup de gens qui réprouvent ces gestes de contestation-là parce qu'ils considèrent que c'est un désaveu du sacrifice militaire, du service militaire. Quand on interprète, quand on regarde les... Est-ce que eux disent est-ce que c'est le lieu ou l'endroit pour faire ça? Peut-être pas. Moi, j'ai pas. Je ne m'attarderai pas à prendre position, en tout cas, sur cette question-là. Oui. Ce qu'ils contestent, c'est pas les valeurs américaines. Non, tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est pas ça qu'ils contestent. C'est pas l'hymne national. C'est pas évident. Et ce qu'ils contestent, c'est le racisme Tout à fait. qui est exprimé, entre autres, par Trump, le président, qui existe de façon très répandue aux États-Unis. C'est vraiment c'est très contemporain. Et c'est comme une négation de certaines valeurs américaines du passé qui, le pire des États américains, pendant le temps de l'esclavage, c'est comme si ça revenait les tentacules du racisme. C'est ça qui conteste. C'est vraiment contemporain, c'est aujourd'hui, here and now. Oui, tout à fait. Ça n'a pas rapport avec les militaires, puis le drapeau, puis tout ça. C'est la seule façon qu'ils ont de contester. C'est que c'est deux visions qui s'affrontent. Et puis, c'est que chacun, je pense que chacun ne comprend pas les revendications de l'un l'autre. Parce que surtout du côté conservateur, du côté conservateur, on ne veut pas reconnaître ça. On ne veut pas aussi faire comme si ça n'existait pas. Ils sont racistes. Oui, probablement. Mais comme je dis, moi, je ne veux pas prendre position. Pas parce que. Je veux pas. Ok, mais c'est correct. moi, c'est que j'essaie d'interpréter les discours. C'est ça, c'est deux discours qui s'affrontent. Puis les revendications de Kaepernick et d'Eric Reed sont tout à fait. C'est Eric Reed d'abord qui a parti en premier, Kaepernick l'a suivi. C'est tout à fait légitime. Moi, qui suis-je pour m'opposer? Je ne m'oppose pas. Je suis pas. Le racisme disparaît, c'est tout ça. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils ont choisi le football pour démontrer ça. Pourquoi le football? C'est parce que c'est des athlètes qui ont pris position. L'opposition? C'est leur travail, c'est leur métier. Oui, ça rappelle les joueurs de basketball ou les joueurs de baseball. C'est une très bonne question. Pourquoi le football? Ça se... peut-être parce que, comme on a dit plus tôt, c'est plus proche de l'histoire. Oui, peut-être que ça symbolise davantage le conservatisme américain. Oui. Et probablement que, en agissant de la sorte, probablement que ces joueurs-là sentaient que ça avait plus d'impact. Il y a aussi la gestion de la NFL aussi. C'est idéologique. La NFL est financée par l'armée américaine. C'est une organisation ultra-républicaine. Peut-être plus que le baseball, c'est une institution beaucoup plus conservatrice. Financée par l'armée américaine. Oui. Les célébrations. Pensez-vous que la NFL, oui, chaque année, l'armée donne des milliards à la NFL.
pour les obliger c'est des milliards. Des milliards. Oui. Il faut les obliger à quoi? À tenir l'hymne national et tout ça. La l'hymne national, avant, ça ne se faisait pas comme ça. D'abord, les joueurs n'étaient pas sur le terrain. C'est l'armée qui a exigé. Oui, il y a tous des dossiers en arrière-fond qui ont. Oui, c'est idéologique. Comme je dis, c'est des discours, ça se constitue. Donc, des prises de position qui se font de façon inassumée, peut-être. Ouais. Je m'interroge sur la position de Marc Lalonde et le parallèle avec le football canadien. Quelle est votre opinion là-dessus pour comparer les deux systèmes de jeu? Ah oui. Ben, moi, je trouve ça regrettable que Marc Lalonde ait fait ça. Parce que je suis un fan de football américain, NFL avant tout. Là. Moi, Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'une équipe de la NFL, au Québec, au Canada, ça tuerait la Ligue canadienne. Parce que c'était beaucoup. Même la NFL en 69, c'est déjà très gros. Marc Lalonde, c'est un Québécois, c'est un gars de Montréal. Oui, mais lui, il avait laissé les intérêts de la Ligue canadienne qui étaient plus importants pour lui. Parce que la Ligue canadienne, c'était quand même plusieurs équipes, c'était pas juste une équipe. Et puis, la Ligue canadienne, pendant un moment, a voulu elle aussi rivaliser avec la NFL. Si une équipe de la NFL avait été relocalisée au Canada, au Québec, ça aurait été le coup de grâce. C'est comme si... Oui, l'équipe canadienne, ils prennent des joueurs qui ne peuvent plus jouer aux États-Unis, qui viennent jouer au Canada pour tomographie. Donc, c'est des joueurs secondaires en Amérique. Oui, mais c'est comme la Ligue. Les joueurs, ils restent aux États-Unis. Les moins bons, ils viennent jouer au Canada. Donc, la qualité du jeu est moins bonne. Mais qu'est-ce qui est plus populaire, la Ligue américaine ou la Ligue nationale de hockey? C'est la même chose, là, je veux dire. C'est professionnel. Mais la Ligue canadienne aussi. C'est professionnel. C'est une ligue professionnelle, mais je veux dire, c'est sûr que ça aurait compromis la Ligue canadienne si une équipe de... Ils ont eu un projet de loi. Pardon? Il y a eu un projet de loi, je pense. Oui. Oui, il y a eu un projet de loi interdisant, protégeant la Ligue canadienne. Oui, c'est documenté, tout ça. C'est les raisons évoquées par Marc Lalonde, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est lui-même qui a dit que ça nuirait à la Ligue canadienne s'il y a une équipe de NFL qui était relocalisée à Montréal. Ouais. Pas oublier que c'est un fédéraliste. Oui, aussi. Non, je voulais le faire et dévoiler dessus, il n'a pas embarqué. Oui, on va prendre un petit 5 minutes. Oui. Donc, on revient de cette pause et maintenant on va passer à la partie anecdote de notre conférence. Et puis, comme première anecdote, j'aimerais, Vincent, tu vas nous parler un peu comment tu es devenu partisan des Midgets. Oui. J'ai commencé à regarder le football, j'étais enfant, puis de part de mes amis, j'étais un fan fini des Cowboys de Dallas. Le dimanche, on regardait les matchs des Cowboys, Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin, tout ça, la grande dynastie des Cowboys des années 90. Et puis chaque année, Michel, j'ai écrit un article sur la première ronde des RDS, d'ailleurs, qui s'appelle le Super Bowl 36 et la mélancolie de l'Amérique, où je raconte vraiment mon premier Super Bowl et comment je suis devenu partisan des Patriots. Et puis, à chaque année, Michel nous invitait pour regarder le Super Bowl. Et le premier Super Bowl que j'ai regardé au complet, c'était le Super Bowl des Patriots. Contre les Rams. Contre les Rams, le Super Bowl 36. Parce qu'avant ça, on a regardé la moitié, puis mon père, et on s'en va se coucher. Moi, quand j'étais enfant, ça me désolait. Puis je ne comprenais pas qu'il n'y avait pas une journée pédagogique. Il suivait le Super Bowl. Puis je ne comprenais pas. Quand les Patriots, le premier,
C'était en février 2002, quelques mois après le 11 septembre. Je m'en rappelle, c'est encore très frais dans ma mémoire. C'est YouTube qui avait fait le spectacle de militants, et puis on avait rendu hommage aux victimes du 11 septembre, tout ça. Et puis, je me rappelle que tous les gens autour de moi, les adultes, les pères de mes amis, de mes voisins, avaient des larmes aux yeux, étaient très émus. Parce qu'ils voyaient l'hommage aux victimes. Et puis, ça a été mon premier Super Bowl. J'ai vu le potté d'Adam Vinatieri à 7 secondes de la fin. Je m'en rappelle encore, John Madden, il reste peut-être une minute, puis les Patriotes décident de monter le ballon. Monter le terrain, pardon. Et puis, tout au long de la montée, John Madden dit qu'il ne devrait pas faire ça, ça n'a pas de sens. Non, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que Bill Belichick a décidé de faire. Puis, mais Brady a toujours efficace. Il n'a jamais perdu son sang-froid. Puis à 7 secondes de la fin, il a spiké le ballon, comme on dit, pour arrêter le temps. Et puis, Adam Vinatieri est arrivé. Un botté de 46 verges, les Patriots ont gagné. Et puis ça, moi je m'en rappelle. Et à l'époque, tout le monde aimait les Patriotes. Ça je m'ennuie de ce temps-là. Tout le monde aimait les Patriotes parce que c'était vraiment les underdogs. Tu sais, Brady, c'était le corps arrière réserviste. Et puis, il avait battu les Rams de Saint-Louis, il avait une grosse équipe. Kurt Warner, Kevin Fox. Marshall Falk. Kevin Fox avec les Patriots. Donc, mais tout ça, en visitant, en écrivant la conférence, tout ça, ça m'a rappelé qu'un an auparavant, on avait fait un voyage en Floride en voiture. C'est là que mon obsession pour l'Amérique est née. On avait passé par tous les États, là, la Caroline, la Georgie, jusqu'en Floride. Et puis j'avais à peu près 9-10 ans, et puis c'est là que j'ai découvert l'Amérique. Et puis, après ça, on est retourné plusieurs fois en Nouvelle-Angleterre et tout ça, mais là-dessus, puis quand on revenait de la Floride, j'ai commencé à tapisser ma chambre avec la map des États-Unis, les drapeaux et tout ça. Et puis, mais je me suis, même enfant, si je me rappelle, c'est peut-être parce que là, j'ai investi de l'émotion d'adulte dans mes souvenirs d'enfant, mais je ne me sentais pas étranger aux États-Unis. En tout cas, pas entièrement étranger. Et puis ça, ben, ça fait partie, selon moi, de l'inconscient collectif aussi. Parce que les États-Unis, le Québécois, ça c'est Yvon Rivard, écrivain québécois, qui explique ça dans son grand essai « L'héritage de la pauvreté ». Il dit le Québécois, c'est le produit d'une double négation. C'est celui qui a été abandonné par la France, c'est celui qui a perdu l'Amérique. C'est celui qui est. Donc, il y a une belle phrase, il dit c'est celui qui ne peut pas participer au rêve américain sans disparaître. Donc, et ça m'amène à un voyage que j'ai fait. La prise de conscience, la première prise de conscience que j'ai eue sur l'existence de la diaspora québécoise, oui, en lisant Kerouac, j'ai su que c'était d'origine canadienne-française, que sa mère était née à Saint-Pacôme, qu'elle était cousine de René Lévesque, tout ça. Donc, je savais que Kerouac avait vécu à Lowell, une ville industrielle composée majoritairement de Canadiens français. Mais c'est quand je suis allé là-bas, j'ai eu la première prise de conscience par rapport à ça, où on est allé, on avait été voir les Red Sox de Boston, qui était mon équipe depuis la remontée historique contre les Yankees. Moi, j'ai perdu les Expos, et je suis devenu un fan des Red Sox. Quand les Red Sox ont conjuré la malédiction du Bambino en remontant la plus grande série de baseball de tous les temps. Et puis, bon, on est allé voir les Red Sox, et puis, après ça, on s'est dirigé vers Lowell. C'est là qu'on
père est historien de formation. J'avais raconté ça dans ma formation, la première conférence un peu, mais je vais approfondir ça ce soir parce que c'est important. Parce que la Nouvelle-Angleterre, j'ai vraiment compris ça, c'est la part manquante de notre américanité. On est américain au Québec, pas seulement parce que le Québec est situé en Amérique du Nord. On est américain parce qu'on a habité ce territoire-là de fond en comble, majoritairement en Nouvelle-Angleterre, quand on rappelait ça au début, que le million de Canadiens et Français qui sont partis là-bas. Donc, au point tel qu'on surnommait la Nouvelle-Angleterre le Québec par en bas. Et puis, c'était ton père, on va raconter cette histoire-là plus tard, mais il nous parlait des frontières très poreuses là, entre la Nouvelle-Angleterre, le Québec, entre le Maine, tout ça. Mon beau-père, lui, il a vécu à Lawrence, dans le village voisin de Lowell, et puis c'était fréquent que les gens avaient de la parenté en Nouvelle-Angleterre. C'était comme une excroissance du Québec, mais ça vient de mémoire qui s'est enracinée là-bas, qu'on a perdu parce que, et que, selon moi, c'est sûr que c'est dans une perspective plus littéraire, plus poétique, plus lyrique. Selon moi, le lien qu'on a avec la Nouvelle-Angleterre, que les patriotes matérialisent à quelque part, ça nous permet de nous reconnecter avec cet héritage, avec cette partie-là de nous-mêmes, cette partie détachée-là de nous-mêmes. Puis, en roulant vers la Hall, mon père me disait, regarde autour de toi, il y a plein de gens de ton peuple qui ont habité ici, qui ont travaillé dans ces usines, qui ont construit des maisons. Et puis aujourd'hui, ces gens-là ne parlent plus français. Et on est allé sur la tombe de Jack Kerouac, et puis on a froissé une jeune femme qui était là, qui venait se recueillir auprès de la tombe de sa grand-mère, et qui nous a dit taisez-vous de là en anglais, vous êtes sous le nom de ma grand-mère. Et puis, je ne me rappelle pas du nom exact, mais c'était un nom québécois. Peut-être une Trudel, ou je ne sais pas. Et puis, je dis, on s'excuse, on est venu voir Kerouac, on vient du Québec, et tout ça. Et puis, c'est correct. Il dit, bon, vous savez, ma grand-mère, elle venait du Québec. Puis, on est nombreux comme ça par ici. On vient de là-bas, mais on ne parle plus de ça. Eux aussi sont coupés. Nous, on est coupés de notre américanité. Eux, ils sont coupés de leur patrie natale, leur première patrie. Ils sont, tous les deux, ils sont une espèce de produit d'une perte. Leur identité est problématique parce que c'est le produit d'une perte. Et puis ça, j'ai vraiment réalisé ça lors de mon premier voyage en Nouvelle-Angleterre. On est allé dans le Vermont, puis ça, quand j'étais jeune, mais c'est vague à mon esprit, mais ce voyage-là est très important. Et puis, l'an dernier, c'est là que le projet de la conférence, c'est un projet de livre aussi, je vais essayer d'en faire un livre, là, tout ce qu'on raconte depuis le début des conférences, c'était pour me motiver à écrire aussi. Mais on est allé, finalement, on discutait à un moment donné, on était dans le Maine, parce qu'on... Ma famille, on ne s'est jamais senti étranger en Nouvelle-Angleterre. C'est comme une deuxième patrie. Moi, j'ai été élevé dans cette familiarité-là avec la Nouvelle-Angleterre. Et puis, on était dans le Maine l'an dernier. Puis, ma mère, je parlais qu'on parlait de mon père, on parlait du Super Bowl, que les Patriotes venaient de gagner. Ma mère a dit, pourquoi vous n'allez pas les voir, Patriotes? Moi, tu ne dis pas ça deux fois. Ça faisait des années que je rêvais d'y aller. Et puis, la photo est déjà passée. Mais bon, on est allé au match, c'était extraordinaire. Écoutez, le tailgate. Si vous avez la chance un jour d'aller à un match de football américain, allez-y. C'est vraiment unique. Puis moi, parce que moi, on voulait voir Tom avec, qui prenne
Puis avant d'y aller, je regardais chacune des. À chaque jeu, j'avais peur qu'il se fasse blesser. Et c'était interminable. Les 3 premiers matchs avant qu'on y aille, on est allé à la quatrième match de première série. Et c'était interminable parce que j'avais toujours peur, je voulais le voir avant en action. Finalement, on l'a vu, ça a été. Mais le lendemain, on est retourné au stade. On était enchantés. C'était vraiment dans la pleine mesure du mot. On a vécu un enchantement total. Et puis le lendemain, on est allé au musée des Patriotes. Et puis, on passait dans la salle des années 60. Parce que c'était chronologique. Tu vois des vieilles reliques, des vieux chandails, des vieilles casques, des vieux ballons. À un moment donné, je vois un chandail derrière lequel il est écrit Saint-Jean. Et là, je lis la plaque, Léonard dit Laine Saint-Jean. Donc, oui, j'ai dit, ça m'a jeté par terre. Je ne m'attendais pas. Je savais que la Nouvelle-Angleterre, j'étais au courant des racines qu'on avait avec cette région-là, mais je ne m'attendais pas à avoir un nom franco-américain d'origine québécoise, canadienne-française, au Musée des Patriotes. Et bon, Laine Saint-Jean a joué, je l'avais ici, il est écrit, on va voir, il n'a jamais manqué un match. Je pense qu'il a joué pendant, je ne sais plus le nombre de... C'était un colosse, c'était un joueur de ligne offensive, il ne s'est jamais blessé. Et puis, après ça, j'ai découvert l'existence d'un Robert. Là, je me suis acheté l'encyclopédie des Patriotes. C'est une bible, c'est la fiche, les photos, les vieilles cartes de tous les joueurs qui ont joué pour les Patriotes. Puis bon, j'ai découvert l'existence d'autres joueurs franco-américains. J'ai découvert Robert Gladieux, qui était un porteur de ballon qui a joué pour Notre-Dame. Il avait été invité au camp des Patriotes. Et puis en 70, 71, 70. Et puis, il n'avait pas fait le club. Il n'avait pas fait le club, mais les coachs avaient dit reste pas loin. Parce que si quelqu'un qui se blesse, on va te faire signer un contrat. Et puis là, des billets pour la gang de 10 ans. Gladieux, lui, je pense qu'il ne réalise pas le plan qu'il y a derrière ça. Probablement que les Patriotes lui ont donné des billets pour qu'il soit là au cas qu'il aurait besoin. Lui, je pense pas qu'il a réalisé ça parce qu'il a commencé à boire avec ses chums dans une brasserie à Boston à partir de 10 h le matin. Ça, c'est ce que l'histoire raconte. Et puis, Gladieux sort ses billets. Je dis, hey, j'ai des billets pour la game des Pats cet après-midi. Est-ce qu'on y va? Les gars descendent. Une game, c'est le soir. La game a lieu le soir. Les Patriotes n'avaient pas leur domicile encore. Ils vont à Boston College, si je ne me trompe pas. Et puis, les gars sont pas mal chauds. Et puis, Bob s'en va chercher de la bière pour ses chums. Il s'en va au kiosque, il entend son nom à l'intercom, parce qu'au début de la game, il avait été salué ses chums qui s'étaient fait au camp d'entraînement. Là, le mot s'était passé que Bob était là. Et puis, lui, ils ont entendu son nom à l'intercom. Ils ont mis des épaulettes, puis ils l'ont envoyé sur le terrain. Commande des unités spéciales. Lui, il a bloqué. C'était contre les Dolphins. Les Patriots ont gagné ce match-là. Il a bloqué un retour de ballon d'un coureur des Dolphins. Donc, pour ça, j'ai découvert. Les photos sont là, peut-être vous les avez vues. J'ai découvert l'existence de Doug Baudouin. Douglas Baudouin, qui lui était un demi-sûreté, un safety. Et il a joué 4 ans avec les Patriots. Et puis un autre, un Jimmy Boudreau, qui était un tackle, un joueur de ligne défensive, qui a joué 3 ans avec les Patriots dans les années 60. Et puis ça m'a fait... Parce que
Là, j'ai découvert que non seulement il y avait des joueurs qui m'initiaient à cette équipe-là, à partir des origines, puis moi, je suis membre sur Facebook du groupe de partisans des Patriotes. Là, j'ai remarqué qu'il y avait plein de membres des groupes qui avaient des noms. Encore le francophones, franco-américains, qui ne parlaient pas, j'ai communiqué avec certains d'entre eux, qui parlaient plus français, que la grand-mère ou l'arrière-grand-mère parlait français. Là, je me suis dit, tous les dimanches, on est peut-être, si on compte tous les gens du Québec, les gens de la, on est peut-être des centaines de milliers, voire des millions de franco-américains qui regardent les Patriotes. Je sais que ça existe parce que j'ai un de mes amis Facebook qui m'a raconté qu'il avait fait des recherches sur Kerouac et puis il s'était présenté à Lowell chez un spécialiste de Kerouac. Et puis, quand il est rentré dans la maison, les gens, à part son hôte, n'ont pas vraiment fait attention à lui parce qu'il y avait un match des Patriotes à la télé. C'était tous des Franco-Ontariens. Donc moi, cette image-là est très forte. Cette espèce de communion involontaire des partisans à travers et ça déboule, ça continue. Et tout ça. Mon père a rencontré à Perkins Cove, il avait revu un homme avec une casquette des Patriotes, il avait entendu parler français. Et puis il se sont mis à parler, il pensait que c'était un Québécois, puis ah non, je viens d'ici, mais j'ai déjà vécu au Québec. Donc, c'est que la diaspora québécoise, elle se recompose aussi à travers celle des partisans, des patriotes qui se rencontrent. On en a vu des Québécois quand on est allé voir les patriotes qui étaient en voyage, puis qui avaient des casquettes. On s'entend parler, un Québécois, tu l'entends parler tout de suite. Puis on se reconnaît comme ça. C'est pour ça que c'est des tribus, quelque part. Il y a un renversement qui se fait parce que nous, au Québec, on est très peu qui regardent le football là, quand on compare à le monolithe du Canadien de Montréal et du hockey. Oui, aussi. Nous, on est comme minos. Peut-être que là, je tire un peu trop par les cheveux mon interprétation, là, ça m'arrive de faire ça, mais j'ai l'impression que quand on regarde les Patriotes au Québec, on devient comme des citoyens de roi. C'est nous qui est minoritaire. C'est parce qu'on s'approprie quelque chose de profondément américain qui n'est pas tout à fait à nous. Le football, il y a comme un transfert culturel qui se fait. Puis ça, on en avait déjà parlé. Pourquoi on était les seuls au Québec qui pouvaient vraiment comprendre le football? Parce qu'on est entre deux chaises au Québec. C'est un des grands caractéristiques de notre identité. C'est qu'on n'est pas étranger, on est toujours comme. On est un témoin de l'intérieur. On est aussi un témoin de l'extérieur. On n'est ni tout à fait américain. Donc, et on est capable de témoigner de ça en français en plus. C'est fabuleux. Puis, ça a été très difficile de préparer cette conférence-là, plus que les autres, parce qu'il n'y a pas de texte écrit en français ou presque sur le football, ou sur des textes plus scolastiques. C'est plus des manuels d'introduction. Jean Séguin a écrit des livres sur le Super Bowl, mais il a écrit des livres de règles pour expliquer comment ça fonctionne le football, et ça, les rudiments du football. Et puis, le football m'a comme confronté au manque culturel aussi que c'est d'être un Québécois en Amérique, parce qu'il nous manque toujours quelque chose, il faut qu'on l'invente, et tout ça. Là, je ne veux pas trop extrapoler, parce que je veux absolument raconter aussi, je vais te laisser la raconter, celle-là, puis on va finir un peu l'histoire de ton père qui, lui, a fait le commerce du foin, puis qui allait voir les matchs des Patriotes. Oui, bien sûr, c'est un exemple parmi tant d'autres de quelqu'un qui était étroitement lié, puis tu as parlé justement, Vincent, qu'il y avait une certaine époque où les limites,
entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre, c'était plutôt flou. Donc, oui, mon père, mon grand-père avait un commerce de livrer du foin et puis il y avait parfois des clients, des livraisons à faire en Nouvelle-Angleterre, le Rhode Island, le Maine, le Massachusetts. Donc, c'est un exemple qu'on voit là, ici, encore là, les liens qu'il peut y avoir entre le Québec et puis la Nouvelle-Angleterre. Ouais, donc, il se retrouvait à aller porter du foin dans ce coin-là, connaître les gens dans ce coin-là, rencontrer les gens aussi, puis voir qu'il y avait des gens qui avaient des racines francophones à cet endroit-là, la Nouvelle-Angleterre. Ils ont abouti chez des gens très célèbres. Oui, ben, il y a eu un épisode où ils se sont retrouvés à livrer du foin dans un domaine qui appartenait à la famille Kennedy. Ouais. Donc il a fréquenté, côtoyé des Kennedy. Par un heureux hasard, effectivement, les choses ont tourné d'une certaine façon que la journée qui ont été portées par la livraison, bien c'était l'heure du repas, puis ben, vu qu'ils faisaient comme partie des employés, ils ont été invités à manger avec l'ensemble des employés, et puis bien la famille Kennedy aussi s'est joint à eux, entre autres Jacqueline, l'épouse de John F. Kennedy. Ouais. Puis oui, qui était aussi Jacqueline Bouvier, oui. donc oui, d'origine francophone. Oui, puis bon, c'est sûr qu'à cette époque-là, le John F. Kennedy, lui, était décédé. Mais si je ne me trompe pas, il faudrait vérifier pour être exact avec mon père. Mais un de ses frères était là, soit Robert ou Edward, puis les enfants de ces gens-là étaient parmi les employés au repas. Ouais, donc, c'est une histoire extraordinaire. Le père Eric m'avait raconté cette histoire. Et cette histoire. Oui, c'est très bon. C'est un grand conteur aussi, réel, le père Eric. Puis moi, j'ai repensé, cette histoire-là ne m'a pas quitté. Puis j'ai comme, avec mon cerveau littéraire, j'ai essayé de l'interpréter aussi. Encore une fois, c'est le Québécois qui est témoin de la grande histoire qui se déroule devant lui, mais qui n'en est pas tout. Il était très jeune, qui était pas impuissant, mais en retrait. Cette scène-là, elle a une signification historique quand même. C'est des grandes figures historiques, et puis tu as l'ouvrier québécois, canadien, français, à ce moment-là, un Québécois, qui regarde ça, qui plus tard a été témoin de ça, mais qui n'a pas eu une incidence. En toute discrétion, mais c'est quand même cette idée-là du Québécois, du Canadien français qui est témoin en retrait de l'histoire, mais qui participe, mais pas parce qu'il est là. Ça raconte un peu notre trajectoire américaine en dehors des frontières du Québec. Et puis, toute cette histoire-là des Franco-Américains qui ont perdu leur langue ou leur culture première, je ne vais pas oublier ça parce que c'est une image que je considère assez évocatrice. Ça me fait penser à la fin du roman Volkswagen Blues de Jacques Poulain. C'est un des grands romans, c'est probablement le roman emblématique de l'américanité québécoise dans les années 80, où le narrateur de Poulain, il s'appelle Jack Waterman, puis lui, c'est toujours le même homme narrateur, dans l'alter ego de Jacques Poulain. Lui, il part en road trip, un peu à la Kerouac, et il cherche son frère. Tout au long du roman, puis il va retrouver son frère, qui ne se souviendra plus de lui, qui parle presque plus français
Donc, il a perdu la mémoire, qui est amnésique. Et c'est pas innocent. C'est une scène qui métaphorise l'assimilation des Franco-Américains aux États-Unis. Donc, qui vivent une perte de mémoire successive, progressive. Et puis, moi ce Len Saint-Jean qu'on a vu, c'était un peu ça pour moi. Probablement que Len Saint-Jean parlait pratiquement plus français ou que ses ancêtres parlaient français. Et au même titre des gens qu'on a rencontrés, ma famille et moi à Lowell, on se parlait à travers la coupure. On se parlait, nécessairement, c'est un dialogue entravé. Votre attention, s'il vous plaît, la bibliothèque s'ouvre dans 30 minutes. Donc, on clore là-dessus. Dans ma ville natale, il y a un chemin de fer qui lui conduit jusqu'au Vermont. Et puis, quand j'étais adolescent, ils ont condamné le chemin de fer. J'avais à peu près 14-15 ans. Et puis, ce chemin de fer-là, à l'époque, a longtemps approvisionné les usines de la région. Puis ça assurait le commerce. Parce qu'il y avait un lien économique très fort entre la Nouvelle-Angleterre et le Québec, c'était aussi ça. Il y a une histoire économique à faire aussi de cette époque-là. Et puis je me rappelle d'avoir ressenti une profonde tristesse quand j'ai vu, il y a des ouvriers du Canadien national qui sont venus déclouer les rails et tout ça. À l'époque, je m'expliquais très mal cette tristesse-là que j'éprouvais. Je n'étais pas capable de la nommer ou de la comprendre, ou savoir même pourquoi je me sentais triste. Mais avec le recul, en tout cas, j'interprète ma tristesse, ou je la comprends aujourd'hui, parce que c'est un peu le détachement. Chaque planche qui s'enlevait, c'est le lien avec la Nouvelle-Angleterre, avec les nôtres de l'autre côté de la frontière, dans le Québec par en bas. Ce lien-là, il était mis à mal, il était arraché du sol, avec les rails et tout ça. Mais, le dimanche, souvent, quand je prends ma voiture, puis je vais regarder les matchs de football en m'en allant chez mes parents, il y a peut-être un ou deux gars avec une casquette des Patriotes qui fument dans le bar à côté du chemin de fer. Et puis, ça c'est une autre illumination que j'ai eue, si je peux dire, que même si le pont a été, le chemin de fer a été désaffecté, et qu'aujourd'hui il n'y a plus rien, de voir ces casquettes-là des Patriotes ou des collants sur les pick-up, les collants des Patriotes, qu'on voit, je vois la station-service des fois, moi je me dis, ils n'auront pas tout enlevé. Le lien est encore là. Il reste encore quelque chose. Et puis pour moi, écrire sur les Patriotes, écrire sur le football, écrire sur la diaspora québécoise en Nouvelle-Angleterre, c'est essayer de reconstituer ce chemin de fer. Et puis, pour moi, le lien, je ne sais pas si je vais vous avoir, c'est une théorie, hein, c'est pas une vérité absolue, mais c'est ma théorie, selon laquelle les patriotes de la Nouvelle-Angleterre, par leur histoire, comme je dis, il y a des coïncidences, il y a des correspondances. C'est pas une traduction littérale. Ils n'ont pas un vécu pareil au nôtre, mais comme la Nouvelle-Angleterre a été à une époque si proche du Québec, au point où on la surnommait le Québec par en bas, et quand on pense à ces joueurs franco-américains qui ont joué pour l'équipe, même les Patriotes, il y avait un sondage qui avait été fait, c'est quand même l'équipe la plus populaire au Québec en nombre. Mettons, il y a 33 ou 35% des gens qui les appuient. Le reste se subdivise
les Steelers, les Giants, les Dolphins, les Cowboys. C'est quand même si c'est 65% qui les haïssent, en nombre, c'est quand même l'équipe qui a le plus grand. Je pense que c'est circonstanciel. Oui, quand Brady va s'en personne ne va les haïr. Mais tu n'as pas mentionné, pourquoi ils ont appelé l'équipe des Patriotes? C'est Ben, qui ça, des Patriotes? ben, c'est... Je l'ai dit au début, j'ai dit que c'était. Non, tu as parlé des Patriotes du Québec, mais ça n'a rien à voir avec les Patriotes. Oui, non, mais j'ai dit quand ils ont. Billy Sullivan a créé l'équipe pour les Patriotes, la Révolution américaine. C'est parce que ça a commencé à Boston, la Révolution américaine, puis ils cherchaient un nom qui serait capable de. Ça a commencé à Boston. Oui, avec le Boston Tea Party. C'est comme ça que les Patriotes s'appellent comme ça parce que c'était pour faire référence à cet événement inaugural-là de la Révolution américaine. Voilà. Est-ce que vous avez, ça va, Claude, notre conférence, est-ce que vous avez des. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que du foin dans les bottes de foin? Non? Juste du foin. Pas d'autres choses? Pas d'autre chose. Ce qui nous Pas frappe, d'alcool pour adapter. C'était pas la période de la prohibition, donc il devait avoir seulement juste du foin. Il faudrait demander à Réal. ce qui nous frappe le plus, parce que vous avez dit que Oui. j'apprécie de voir votre attachement aux Franco-Américains. Oui. Mais ce qui nous frappe le plus, c'est combien on est ignorant de ça ici. Oui. Une ignorance quasiment totale. À moins que moi j'ai un ami, oui, dont le grand-père était là. Son père l'a amené un jour là. Et c'est tout. Oui. Et c'est pour ça que ça n'allait pas de soi faire ça, cette conférence. Ça demandait un effort. Parce que se souvenir de cet héritage-là en soi, ça demande un grand effort. Donc, oui, ça n'allait pas de soi de dire il y a un lien très profond entre les patriotes de la Nouvelle-Angleterre et le Québec, parce que bon, mais c'est sous l'ordre de la trace. Hein. Je sais pas, il y a une question que je pose. Que moi, je suis franco-ontarien. Oui. J'ai grandi là. Et mes parents, tout mon environnement. Il y a un effort constant pour le maintien de l'art. Oui. C'est encore là. Mhm. Même s'ils sont très minoritaires. Oui. Regardez les écoles, regardez les écoles. Les Franco-Américains, pourquoi ils ont lâché ça? C'est pas une question. Il Il y a encore. Je vais remettre le livre parce que êtes-vous citoyen de Brossard? Êtes-vous membre de la bibliothèque? Vous allez pouvoir l'emprunter. J'ai un livre que je vais remettre. Ça a été publié par Septentrion, maison d'édition qui spécialise dans les livres d'histoire, et puis ça s'appelle Franco-Amérique. Et puis, il y a plein d'endroits aux États-Unis où, selon un recensement qui avait été fait en 2011, jusqu'au Texas, où le français est encore la langue parlée à la maison. En Nouvelle-Angleterre, il y a encore des sociétés d'histoire. Sur la couverture, c'est assez évocateur, on est au Missouri. Et il est écrit, c'est un homme qui se fait en photo, il dit après 300 ans, on est encore ici. Puis c'est au Missouri. Donc il y a encore des sociétés. Mais dans le sud des États-Unis, ça se maintient un peu. Oui, en Louisiane et tout ça. Mais en Nouvelle-Angleterre, c'est encore présent. C'est juste que c'est que l'histoire, il y a une conjoncture historique aussi qui n'est pas la même. C'est que au Canada, on est supposément un pays bilingue d'un océan à l'autre. Donc il y a une politique linguistique, ou du moins une espèce de survivance linguistique qui est assumée là, par la charte fédérale. Donc, alors qu'aux États-Unis, il n'y a jamais eu d'encadrement comme tel du fait français. On parlait français, puis par la force des choses, parce que pourquoi c'était si important de parler français au Québec dans les années 60, la loi 101, c'est parce que au travail, hein, c'était la langue du travail, c'était très important quand on a établi les articles de la loi 101, parce que c'est au travail que la langue se parle le plus, c'est là qu'on passe le plus de temps. Aux États-Unis, il n'y a pas de politique linguistique pour ce qui est du travail. Tout ça, je pense que, de façon très concrète, c'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer, mais je peux me tromper aussi. Mais monsieur, c'est que mon père, je suis la mère Vincent,
mon père, son frère vivait à Gowon, au Massachusetts. On a passé mon enfance à aller à Gowon, Massachusetts. Nos histoires aussi de notre attachement, de toute ma famille française, qui parlait tout français quand on allait là-bas. Mais ils ne pouvaient pas parler français au travail à la maison. Mais c'était primordial, essentiel, que dans la maison du frère de mon père, ça fait... Récemment, ça? Mon père, il aurait eu 100 ans, bien sûr, aujourd'hui, Okay. mais il parlait français, puis tous les gens autour, c'était des gens du Québec, à la localité, ils se parlaient toujours en français. Fait que l'amour de la Nouvelle-Angleterre, ça, il y a peut-être une petite racine de nos milliers de Je crois à l'inconscient collectif. C'est des choses qui nous déterminent. Par rapport aux écoles françaises, il y a eu, à l'époque, il y avait des écoles françaises. Oui. Il y avait les églises catholiques. Il y en a encore. Oui, mais les écoles, les Américains ont décidé qu'il faut qu'ils assimilent. Parce qu'à un moment donné, il y a les Franco à l'école française. J'en ai vu cette année. Encore? J'ai vu des gens qui envoient leurs enfants à l'école primaire privée francophone. Ah, New aux York. États-Unis? Dans le Maine. On C'était est New York, c'est Ça ça? on est passé par Bedford dans le Maine. Et il y a un local, la Société Saint-Jean-Baptiste, qu'on voit l'écriture de la Société Saint-Jean-Baptiste. Parce que il faut remettre ça en contexte aussi. L'exil des Canadiens français vers la Nouvelle-Angleterre, c'est une conséquence directe de l'acte d'union. Parce que, après les rébellions patriotes, où là, on a annexé le Bas-Canada au Canada pour former le Canada. Et puis, les Canadiens français ont été réduits. Le poids politique a été réduit à presque pas grand-chose. Les gens souffraient de famine et tout ça, donc il n'y avait plus vraiment d'avenir politique pour les Canadiens français après l'acte d'union au Québec. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a migré vers l'Ontario, justement. Parce que l'Ontario s'industrialisait à ce moment-là. Le Québec accusait d'un énorme retard à ce chapitre-là. Et puis, le Québec s'est vidé. Parce qu'à l'époque, il faut dire que le Québec s'est vidé. C'est la moitié de la population québécoise qui a quitté le territoire québécois. Donc, il n'y a pas juste des ouvriers ou des agriculteurs qui ont quitté le Québec. Il y a des élites intellectuelles qui ont fondé des journaux qui voulaient refonder la patrie de l'Amérique française en Nouvelle-Angleterre. Avec des institutions, soit des écoles, des églises. Ça s'est avéré un échec parce que, d'abord, ils ont été très mal accueillis. Ça a été très mal accueilli, cette volonté de fonder une société un peu parallèle. Ils ont été victimes de l'intolérance, de xénophobie, tout ça. Donc, oui, ça a été un échec. Je trouve que on a essayé quand même, évidemment, d'y faire face. Il ne faudrait pas oublier qu'aux États-Unis, dans le Massachusetts, en tous les cas, les écoles, il y avait des écoles qui étaient pour les Canadiens français. oui, tout à fait. Qui étaient à la charge des gens, c'est-à-dire que le gouvernement ne donnait pas une scène pour ces écoles. Oui, c'est vrai. Et il y avait assez de volonté de survie pour que, non seulement est-ce qu'on était capable d'offrir des écoles primaires, mais des écoles secondaires. C'est vrai. Oui, il y a mais à la longue, hein, vous savez, vous êtes une minorité. Moi, je parlais chez moi, on parlait français. Ma grand-mère était du Québec depuis tellement longtemps. Et moi, je parlais français jusqu'à ce que j'aie peut-être 4 ou 5 ans à la maison. Mais dès qu'on entre dans le système scolaire, là, évidemment, il faut absolument apprendre l'anglais. Et dans les écoles qui existaient, qui étaient des écoles qu'on appelait paroissiales, en fait, le curriculum était divisé en deux. On apprenait les maths, la géographie en anglais, tout ce que je considérais important. Et en français, c'était l'histoire du Canada quand même. C'était pas l'histoire de l'Europe, c'était l'histoire du Canada. Donc, si je comprends bien, vous avez vécu là-bas. Moi, je suis né là-bas. Oh mon Dieu, c'est très émouvant que vous soyez ici. Pas émouvant quand même. Oui, mais pour moi, c'est... Exagéré. Pour moi, c'est... Oui. Extraordinaire.
pas d'autres questions. Bien, merci. Merci d'être venu.